Moi, j'avais aucun réseau. Je n'avais pas la maison de mes parents à refaire. Donc, j'avais pas de support sur lequel m'entraîner. Je suis vraiment rentrée par la petite porte. J'ai été une travailleuse. Pendant plusieurs années, j'ai vraiment eu des postes de dessinatrice où on ne me demandait pas mon avis. Ce que je savais, ce que mes copains savaient, c'était qu'on voulait faire des grandes choses. Et c'est vraiment quelque chose que je défends, c'est qu'on savait qu'on faisait un art appliqué et que nous, on voulait être des artistes appliqués. Avant que l'épisode ne commence, je voulais te parler de notre partenaire du jour. Si t'es architecte d'intérieur, tu le sais aussi bien que moi. Lors du suivi de chantier, chaque détail compte, chaque minute est précieuse. Gérer un chantier, c'est aussi jongler avec 1000 détails, suivre les avancées, coordonner les équipes, communiquer avec précision. Toujours quand j'échange avec des architectes d'intérieur, et sincèrement pour le vivre moi-même en formation, on peut vite se laisser submerger quand on n'est pas outillé et perdre un temps vraiment précieux. C'est vraiment l'un des aspects les plus difficiles de ce métier. C'est la raison pour laquelle je te parle d'ArchiReport aujourd'hui. Cette application va vraiment te faire gagner du temps en simplifiant tout ton suivi de chantier. Prendre des notes, des photos, sur ta tablette, ton smartphone, gérer des rapports automatisés et des plannings pour suivre l'avancée de ton chantier. C'est ce qu'elle propose, et encore tellement d'autres fonctionnalités qui vont vraiment changer ta manière de travailler et surtout te faire gagner un temps précieux, car on le sait, en archi d'intérieur ou en décoration d'intérieur, le temps, c'est vraiment de l'argent. Pour toi, aujourd'hui, en tant qu'auditeur de Secrets d'Archi, ArchiReport t'offre 30 jours d'essai gratuits et 15% de réduction sur ton premier abonnement annuel avec le code Secrets d'Archi. Tu verras, je te mets tout en description sous la vidéo. Pour en savoir plus et rejoindre les nombreux architectes d'intérieur et décorateurs d'intérieur qui ont déjà rejoint l'application, je t'invite à cliquer sur le lien en description. Et maintenant, je te laisse apprécier ce nouvel épisode. En tout cas, Elsa, merci d'être venue. Franchement, c'est un plaisir de t'avoir dans Secrets d'Archi. Bienvenue. Merci. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, voilà, ton parcours, pourquoi l'archi d'intérieur Oui, tout à fait. Alors, je suis Elsa Gauthier. Je suis la fondatrice d'une agence qui s'appelle Avan Studio, qui est basée à Bordeaux, que j'ai créée en 2017. Donc, ça va bientôt faire 8 ans. C'est une société qui est spécialisée en architecture intérieure pour du particulier plutôt haut de gamme, de l'hôtellerie et des bureaux. Voilà. On travaille sur des projets partout en France et pas mal aussi à Bordeaux. Parce que toi, tu es localisée à Bordeaux, du coup. Oui. Mais vous prenez des projets vraiment partout, quoi. Tout à fait. Vous avez des projets étrangers ou non, vraiment français Non, pas vraiment. Moi, j'habitais Paris avant. Donc j'ai longtemps travaillé à Paris, donc j'avais beaucoup de projets à l'étranger. Donc c'est vrai que c'était très agréable. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu... Mon objectif, c'est de réussir quand même un jour à avoir un projet à l'étranger, à Londres ou en Espagne. Enfin, voilà, avoir des projets un peu en Europe. On verra pour plus loin si ça se présente. Mais oui, c'est un objectif en tous les cas. Okay. Et tu as toujours fait de l'architecture intérieure Oui. Ouais. Oui. École École, j'ai fait mes études à Paris dans les années 2000, à l'ISA. Et donc, je suis diplômée depuis 2005. Et en fait, après, je suis partie à New York pendant 6 mois où j'ai travaillé en tant qu'architecte d'intérieur. À ton compte ou en agence ? En agence. Ok. Voilà. Donc, j'ai fait une sorte de saut dans le vide. Je suis vraiment partie un peu sur un coup de tête et ça s'est très bien passé. C'était vraiment une très grande expérience qui m'a ouvert beaucoup de portes après. Donc, ça, c'était vraiment une belle carte de visite pour venir travailler après à Paris. Et après, j'ai fait plusieurs agences. J'ai vraiment fait beaucoup d'agences à Paris. Ok. J'ai fait Jacques Garcia. J'ai travaillé aussi chez les Bismuth. J'ai eu vraiment une très belle expérience chez les Bismuth et Bismuth. Et après, j'ai surtout fait mes armes et j'ai appris beaucoup de choses chez Jean-Philippe Noël. Voilà, pour qui j'ai travaillé pendant pas mal d'années. Okay. Et c'est là où j'ai découvert le monde de l'hôtellerie. Okay. Voilà. Un monde incroyable. Un monde incroyable et puis avec des projets vraiment incroyables. Donc, et là, j'ai appris beaucoup de choses en tant qu'assistante. Hein. Et voilà, et petit à petit, voilà, j'ai découvert pas mal d'univers. Et après, j'ai voulu en faire ma spécialité pour le côté, pour l'hôtellerie déjà dans un premier temps. D'accord. Donc voilà. Et du coup, par rapport à ton expérience à New York, sur la façon de faire, les styles,
c'est très différent de la France ou Alors moi, ce que vraiment j'ai découvert à New York et qui est arrivé petit à petit après en France, mais qui était, quand je suis revenue de France, c'était pas du tout encore vraiment d'actualité. C'était à New York, je travaillais pour une agence qui s'appelait Studios Go et avec qui on faisait des projets complètement dingues. C'est-à-dire qu'on était vraiment dans la scénographie pure et dure. Donc, chaque projet était l'occasion de créer un décor, amener alors soit le client qui venait, je ne sais pas moi, pour une manucure, soit pour un restaurant, soit pour, voilà, selon les thèmes. Mais il y avait vraiment à chaque fois un parti pris architectural qui était très, très fort, avec vraiment des enjeux techniques, des enjeux... Mais vraiment, et à chaque fois, l'idée, c'était de faire un projet qu'on n'avait finalement jamais vu ailleurs. D'accord. Et ça, quand je suis rentrée en France, Paris était encore très conventionnel à ce niveau-là. C'était encore très timide. Mais par contre, j'ai vu petit à petit la ville changer et se déployer de cette façon, en fait. J'ai vu Paris qui, petit à petit, les lieux, les restaurants, souvent, beaucoup, et aussi les concept stores, les choses comme ça, voilà, commencer à utiliser des codes qu'on ne connaissait pas, à essayer des couleurs, à essayer des textures, à essayer des volumes et à se dire, on va aller s'éclater et on va venir faire un espace totalement singulier, unique. Voilà, donc New York, j'ai trouvé que vraiment, ils avaient une très grande ils étaient très avant-gardistes à ce niveau-là. Et du coup, ils travaillaient en mode concept, c'est ça ? Ils avaient un concept propre et... Ils déroulaient le projet ensuite. Oui, on racontait une histoire différente dans chaque lieu. Alors, par exemple, ils avaient une chaîne, par exemple, eux travaillaient sur une chaîne de pédicure, manucure, qui s'appelait Dashin Diva, et il y en avait dans tout New York. Alors, à New York, c'est très, très courant de se faire les ongles des mains, des pieds. Toutes les femmes, ils sont une fois par semaine. Il y a vraiment une culture de la pédicure et manucure. Donc, il y a des magasins dans toute la ville. Et il y avait cette chaîne qui était très grande et qui était assez luxe et qui avait des magasins partout. Et c'était un rose très flashy, très fort. Et on déclinait en fait des magasins de cette marque, mais qui étaient tous différents, mais qui avaient toujours cette même colorimétrie. Donc on travaillait énormément de mosaïques. On était dans quelque chose limite de kitsch en fait. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Complètement. Mais ils assument sans aucun problème. Ouais. Mais à côté de ça, on faisait des restaurants à Brooklyn qui eux étaient tout en béton. Voilà. Il n'y avait pas de snobisme envers n'importe quelle couleur ou envers n'importe quel matériau. Et ça, c'était une très grande liberté. C'est-à-dire qu'on pouvait totalement voyager intellectuellement d'un concept à l'autre. Sans avoir peur de dire, en ce moment, c'est le mode campagne chic qui est à la mode, donc on se fait tous les projets en campagne chic. Voilà, là, il n'y avait pas de mode quelque part, même si il y en a toujours une, mais il y avait quand même quelque chose qui n'avait pas de limite, qui était très recherché. D'accord. Et donc une très grande ouverture d'esprit et une grande culture aussi des matériaux et des associations. Ce qui est arrivé en France, du coup, aujourd'hui, on a aussi ce principe de travailler autour d'un concept. Tout à fait. Et oui, il l'avait déjà avant, quoi, c'est ça à New York, Radicalement. D'accord. Okay. Parce que vraiment, je me suis vraiment, au moment de rentrer en France, j'ai vraiment vu la ville se transformer et devenir petit à petit un espace de jeu et un espace de scénographie. J'ai vu les restaurants se modifier, voilà, s'identifier, oser des choses et pour ainsi dire devenir des lieux de rendez-vous pour voir le lieu en fait. Petit à petit on s'est déplacé plus pour voir les lieux que pour y manger. Alors que même si ce qu'il y a dans l'assiette est toujours plus important que ce qu'on a sous les yeux, et ça c'est quelque chose, et ce concept-là c'est quelque chose qui a dégouliné petit à petit en dehors de Paris. Donc c'est quelque chose qui par exemple à Bordeaux existe moi je suis arrivée à Bordeaux il y a environ 8 ans. Il y a 8 ans, c'était quelque chose qui n'existait presque pas. Et c'est quelque chose que je ressens qui aujourd'hui se met en place petit à petit dans les espaces de vie commune là, dans la ville. Il va y avoir de plus en plus d'espaces scénographiés. Et ce n'était pas quelque chose qui existait il y a 8 ans.
c'est arrivé. On a vraiment ce syndrome qui se déploie. On avait des choses qui étaient il y avait beaucoup de choses copiées de Paris. On avait des choses qui étaient beaucoup plus timides, avec des moins grands budgets, etc. Et aujourd'hui, on a des choses qui s'affirment beaucoup plus. Et on a des très beaux projets qui existent maintenant à Bordeaux et qui sont vraiment insolites. D'accord. Ah oui, Ouais, c'est très intéressant d'observer ça. Et à ton avis, ça s'explique par quoi c'est la culture américaine qui découle sur la culture française, de plus en plus... Je crois aussi que c'est un métier qui s'est beaucoup démocratisé, architecte d'intérieur. Ouais. Alors moi, quand je faisais mes études, c'était encore un métier qui était alors c'était pas du tout nouveau, mais on n'était pas encore énormément. Il n'y avait pas tant d'écoles que ça. Il y avait pas d'école quasiment en province qui proposait cette formation. À Paris, il y avait quelques écoles, mais il n'y en avait pas tant que ça. Donc c'est quelque chose. Et aujourd'hui, on a chaque ville a au moins 3 ou 4 écoles d'architecture intérieure. Sans compter les formations. Sans compter les formations du soir, les formations d'été. Enfin, moi, à Bordeaux, c'est vrai il y a énormément il y a une grande offre. Et nous-mêmes, à l'agence, on est très, très, très sollicités pour des stages, pour des emplois. Il y a énormément de demandes. Et justement, du fait que ça soit un métier de plus en plus démocratisé, enfin même très connu, c'est un métier qui fait beaucoup envie. Des personnes qui se cherchent un peu, qui veulent changer de carrière. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui se dirigent vers l'archi d'intérieur. Et tu trouves que le marché est saturé ou non, pas tant que ça Je trouve que le marché est un peu saturé. Ah ouais, okay. Après, je pense que c'est un métier qui est tellement vaste. En fait, le métier d'architecte d'intérieur, finalement, c'est un peu comme le métier d'architecte. Il n'y a pas de limite. C'est-à-dire qu'on peut être architecte d'intérieur. Tu m'as parlé d'une spécialité tout à l'heure qui était l'ERP. On peut avoir des milliers de spécialités. Donc, de l'architecture intérieure, moi, la manière dont je la pratique, c'est vrai qu'elle est assez demandée. Mais avant de faire ça, moi, j'ai été architecte d'intérieur pour faire des bâtiments au sein de grandes agences d'architecture parisiennes pour faire des bâtiments type école de commerce. Voilà, donc on peut faire du public, on peut faire du bâtiment public, on peut faire du stand. Moi, j'ai travaillé aussi pour une agence qui faisait du stand. C'est-à-dire, on faisait pour le salon de l'agriculture, on devait dessiner des stands pour McDo, pour je ne sais quelle marque. Et voilà, donc il y a énormément de choses à faire dans l'architecture intérieure. Donc ça, je pense que grâce à ça, c'est un métier qui a encore de beaux jours. Et de la place. Ouais. Mais c'est vrai que si tout le monde veut faire de l'architecture intérieure pour faire certaines spécialités, ça peut. Il faut. Malheureusement, c'est souvent le réseau qui prime. Chez les débutants, ça va être de pouvoir faire la maison d'un copain, de ses parents, des choses comme ça, qui vont être les premiers projets sur lesquels ils vont pouvoir, on va dire, s'exprimer. Donc, si vous n'avez pas de copains ou de parents qui ont une belle maison à refaire, c'est plus compliqué. Oui, c'est vrai que souvent, on commence par un réseau proche. Moi, je vois, là, ma première cliente, c'est parce que je travaille avec elle, quoi. Donc forcément, ça aide, sûr. Quoi. Et puis après, ça en découle d'autres projets, c'est clair. Moi, j'ai vu, par exemple, j'avais assisté à un jury et justement où les professeurs avaient proposé avaient comme un des sujets de leur diplôme, c'était de prendre un cas de figure concret autour d'eux. Okay. Et donc, c'était intéressant. Mais en même temps, c'était très discriminant parce qu'en face de moi, j'avais une jeune fille qui avait les parents ou les cousins qui avaient un chai aux alentours de Bordeaux, donc qui faisaient une salle de dégustation, quelque chose de voilà, vraiment sympa, énormément de mètres carrés dans une ancienne bâtisse, etc., etc. Donc vraiment un héritage de base qui était très riche pour pouvoir déployer un projet très intéressant. Et puis il y en avait une autre qui, elle, venait d'un autre milieu, qui, elle, faisait un cabinet de kinésithérapie de 25 mètres carrés. Bon, forcément, les projets ne peuvent être que très différents. Après, le projet finalement qui était le plus intéressant des deux, c'était le projet de kiné. Mais peut-être parce qu'il avait plus de contraintes. Ouais. Mais c'est sûr que, oui, on voit très vite que
il faut partir en fonction de la spécialité qu'on veut faire. Si on veut être très vite autodidacte, il vaut mieux être bien entouré, parce que ça peut être difficile sinon. Bien entouré et se nicher assez vite, parce que j'ai l'impression que quand tu te lances par exemple dans les particuliers en premier et que tu fais que des particuliers, après tu es associé aux particuliers, et si tu veux ensuite mettre un pied dans l'hôtellerie ou même un autre domaine, c'est plus difficile, parce que justement les personnes qui travaillent dans les hôtels, ils se disent non, je vais prendre quelqu'un qui a déjà fait des hôtels, ça ira plus vite. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a ce truc quand même où il faut se nicher assez vite, quoi. Moi, ça dépend aussi de la manière dont tu pratiques ton métier. Et nous, notre démarche, nous on a une grande variété de projets. Nous, on va vraiment faire on va aussi faire du logement social. On va accompagner des promoteurs, on va accompagner des architectes sur des bâtiments publics ou sur du logement collectif. Je pense que c'est vraiment l'approche que tu as d'un intérieur et on va dire, l'analyse que tu fais d'un volume intérieur qui va te permettre de transférer cette analyse d'un espace à l'autre. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les gens qui viennent nous voir pour faire du bureau, finalement, ils recherchent, ils me disent tous, on veut être comme à la maison. Ah oui. Donc, tu vois, si tu sais faire du particulier, tu peux savoir faire du bureau. Si tu veux, tu vas juste changer les ingrédients de ta recette, mais le goût final, tu veux retrouver le même, en fait. Tu veux retrouver toujours ce qu'on te demande. Nous, ce qu'on nous demande, par exemple, en ce moment, on va nous demander des espaces dans lesquels on va avoir beaucoup de modularité. Voilà, on va souvent parler de modularité. On va parler de lumière. On va parler d'économie d'énergie. Tu vois, il y a beaucoup de thèmes comme ça qui reviennent et qui reviennent dans plein d'univers. Donc, une fois que tu maîtrises on va dire, la destination finale, après, tu peux travailler un peu dans... C'est sûr que les règles, à partir du moment où tu interviens dans un ERP, il y a certaines règles, donc des établissements qui reçoivent du public. Ça, les normes, c'est hyper réglementé. Hein. C'est hyper réglementé, mais il faut un bon bouquin sur ah oui, vraiment. Faut pas s'arrêter à ça. Ça suffit, hein, c'est pas si long à potasser, faut pas se découvrir. Et ChatGPT, absolument. Ça aide énormément. Mais tout à fait. Je l'utilise beaucoup. Mais faut pas c'est un super outil, donc faut pas s'en priver. Mais je pense qu'il faut pas se limiter. Je pense que... Et d'ailleurs, moi, je vois, il y a souvent des... Alors là, j'ai pas de nom en tête, mais j'ai souvent vu des projets où il y avait eu plusieurs architectes d'intérieur qui étaient en lice, et c'est finalement une styliste qui remporte le dossier, tu vois, pour de l'hôtel. Ouais, parce que les gens vont chercher... Il y a vraiment quelque chose, je pense, tu cherches un ADN profond, en fait. Après, tout ce qui se passe, tu as des accompagnants. Nous, sur des projets d'hôtel sur lesquels on est, il y a des bureaux d'études, il y a des bureaux d'études acoustiques, il y a des électriciens, tu n'es jamais seul. Donc, alors nous, on fait énormément de choses, mais derrière, il y a beaucoup de sociétés, beaucoup d'entreprises qui révisent et qui voient si on est aux normes, si on est... De toute façon, le chef d'orchestre, l'archi, c'est le chef d'orchestre, on va dire. Et après, derrière, tu es quand même hyper appuyé par les bureaux d'études, comme tu disais. Tout à fait. Ouais. Et puis, c'est chouette aussi de se dire, si tu sais faire du bureau, si ça peut être bénéfique pour un autre domaine, c'est génial aussi. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses dans le bureau, par exemple, dans l'ergonomie, dans la manière de manier, je sais pas moi, la modularité pour avoir 10 postes ou 20 postes. Ça, c'est des choses après que tu peux retrouver, par exemple, dans un restaurant. Donc, tu peux vraiment... C'est des concepts qui sont totalement déplaçables. Ils sont assez liés, finalement. Et du coup, tu as travaillé en agence plusieurs années avant de lancer la tienne, du coup. Oui. De grandes agences, en plus. Ouais, des jolies agences. Et est-ce que, selon toi, c'était nécessaire pour lancer ton agence ou pas, le fait de passer dans une agence avant de lancer la tienne Alors moi, dans mes études, j'ai appris c'était des études où on m'apprenait à faire de la conception. Ouais. Donc c'est vraiment, j'avais aucun cas technique. Moi, en technique, je suis sortie de mes études, j'étais complètement... je n'avais aucune connaissance technique, mais c'est pas ça qu'on m'a enseigné. Moi, ce qu'on m'a enseigné, c'est
à développer des concepts. Et puis, on m'a appris à rêver aussi. C'est-à-dire que moi, mes projets de diplôme, c'était des lieux qui faisaient 10 000 mètres carrés. Voilà, donc c'est des choses que je suis même pas sûre d'avoir le droit de faire un jour en tant qu'archi d'intérieur, tu vois. Mais donc ça, on m'a vraiment appris la partie artistique du métier. Chose que j'aurais jamais pu apprendre sur le terrain. Ou que Voilà, donc c'est vraiment ça que j'ai travaillé pendant mes années d'études et que j'ai apprécié. Et où j'ai eu vraiment la plus grande des libertés. Donc oui, quand je suis arrivée après sur le terrain, moi, j'ai fait beaucoup de grandes agences parisiennes. Mais j'ai fait beaucoup de petits métiers dans ces grandes agences parisiennes. Oui. Moi, j'ai été dessinatrice pendant des années. Petit à petit, je suis devenue assistante. Petit à petit, je suis devenue directrice d'agence. Mais tout ça, ça s'est fait vraiment de manière très, très lente. Moi, j'avais aucun réseau. Donc moi, justement, je n'avais pas la maison de mes parents à refaire. Voilà, donc, j'avais pas de support sur lequel m'entraîner. Donc, je suis vraiment rentrée par la petite porte et j'ai été une travailleuse. Là, j'avais un grand avantage, c'est que j'étais une grande travailleuse. Donc voilà, et donc j'ai appris. Et tout ce que on pouvait m'enseigner, j'accumulais en fait ce savoir. Et petit à petit, je me suis sentie capable d'ouvrir mon agence. Mais en ouvrant mon agence, j'ai appris peut-être le double de ce que j'avais déjà appris. En 8 ans, j'ai peut-être appris 3 fois plus que ce que j'ai appris peut-être en 15 ans avant. Oui, ça devait faire 15... Quand j'ai ouvert mon agence, ça devait faire 12 ou 15 ans que je travaillais. Et c'est sûr qu'une fois que je me suis lancée, j'ai vraiment appris de manière beaucoup plus rapide. Mais j'avais des bases assez solides. Ouais. C'est-à-dire que je savais, quand je m'entretenais avec mes clients, je n'avais pas peur de leur faire une prescription. Je savais, je connaissais mon métier. Ouais. Et justement, c'est vrai que c'est ce qui ressort souvent, les écoles d'archi. Ce qu'on t'apprend, c'est le concept, l'aspect artistique et pas du tout le technique. En fonction des écoles, on t'apprend les outils, mais après, voilà, ça dépend aussi du niveau que tu as. Enfin, en fonction de l'école, ton niveau n'est pas toujours incroyable. Et est-ce que tu as l'impression qu'à l'époque, ça bloquait les agences ou non, pas du tout ce côté où vous avez que le concept, que l'aspect artistique, l'aspect opérationnel un peu moins. Et pour vous recruter, ça les gênait pas Il fallait tout vous apprendre, du coup. Oui, mais c'est vrai que je pense qu'ils n'hésitaient pas à nous laisser à une place d'apprenant. Moi, c'est-à-dire, je pense que pendant plusieurs années, j'ai vraiment eu des postes de dessinatrice où on ne me demandait pas mon avis. On m'a très longtemps pas demandé mon avis. Je dessinais et je dessinais ce qu'on me demandait de dessiner et moi, j'essayais de comprendre ce que je dessinais. De comprendre ce que je dessinais, de comprendre comment les éléments s'assemblaient pour tout simplement tenir les principes de construction, de dessin, voilà. Et puis en même temps, j'apprenais des logiciels. Je me perfectionnais dans des logiciels. Donc, mais je pense que j'étais payée pour ça. Ouais. Eux, ils avaient besoin de petites mains. Et petit à petit, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans un paysage qui est un petit peu différent parce qu'aujourd'hui, et nous, à l'époque, les premières expériences qu'on avait aussi, c'était des stages. Ouais. Et en stage, on n'était pas rémunérés. Donc, les attentes ne sont pas les mêmes. Ouais. Avec des gens qu'on ne rémunère pas, voilà, à qui finalement on peut faire ce qu'on veut, tout de même ça ne nous coûte pas grand-chose vu que ça ne nous... Aujourd'hui, c'est vrai que... et c'est très bien, hein, aujourd'hui les stagiaires sont rémunérés, ceux qui sortent d'études, souvent ils ont fait des alternances, donc ils ont des demandes qui sont peut-être un peu plus élevées que celles qu'on avait nous, une fois qu'on était sortis de nos études. Et c'est vrai que ces gens-là, les attentes en tant qu'employeur, on a des attentes qui sont peut-être un petit peu plus élevées. Donc, on demande qu'il y ait une production qui soit efficace. Ouais. Parce qu'on en a besoin tout simplement aussi pour faire tourner notre société. Mais moi, je n'ai pas le souvenir de... C'était le jeu, en fait. Oui, et puis personne ne savait rien à la sortie de ses études, mis à part des grands concepts artistiques et savoir... Par contre, ce que je savais... c'est que ce que je savais et ce que mes copains savaient, c'était qu'on voulait faire des grandes choses. Voilà. Ça, on avait tous... on
on avait vraiment fait, et c'est vraiment quelque chose que je défends, c'est qu'on savait qu'on faisait un art appliqué et que nous, on voulait être des artistes appliqués. Ouais. Voilà. Donc l'idée, on n'avait pas du tout envie de finir chez un cuisiniste à dessiner des cuisines pour monsieur et madame Intel. Ouais. Nous, notre but, c'était de faire des choses sympas, de s'amuser, de faire des choses qu'on trouvait belles, pour lesquelles on avait des convictions artistiques. Et ça, je pense c'était vraiment quelque chose qu'on avait en commun. C'est-à-dire qu'on faisait ce métier c'était pas pour derrière faire un métier dans lequel le mot art serait totalement gommé. Ouais. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup d'écoles qui ont tendance à gommer ce mot. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de techniciens. Voilà. C'est-à-dire qu'on a des écoles qui sont de plus en plus techniques, où justement les élèves font... Et moi, je sais que j'ai des filles à l'agence dans leurs écoles, on leur demande de faire des devis ou de faire des CCTP. Alors, je trouve ça très bien, mais moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. Et j'ai l'impression que c'est pas du tout la priorité quand on fait ses études. Mais c'est vrai que derrière, elles sont à mon avis beaucoup plus rapidement embauchables que moi je l'étais à l'époque. Donc je pense que là vraiment la société a changé et donc le métier a changé en fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression en échangeant avec des archis qui ont leurs agences, c'est vrai que comme tu disais, ils attendent des personnes en fait opérationnelles rapidement, qui délivrent rapidement. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a vraiment cet écart entre les grandes écoles où tu as vraiment purement l'aspect artistique. Moi, j'ai une amie qui sort d'une grande école d'archi qui est connue. Et en fait, typiquement, elle avait vu que l'aspect conceptuel et le technique. Alors, si, elle avait vu les logiciels aussi, c'est des machines au niveau logiciel. Mais c'est quand même très orienté art. Et en fait, en agence, une fois que l'étudiant sort d'école, et quand il est sur le terrain, on se rend compte que les attentes... ce qu'on te dit à l'école et ce que les agences cherchent sur le terrain, tu as un écart sans nom, quoi. Et du coup, il y a beaucoup d'agences, quand j'échange, ils disent, par exemple, une des écoles Camondo ou Penningen, ils disent, en fait, le souci, c'est que les élèves ne sont pas assez opérationnels rapidement, et du coup, ça coince, quoi. Après, moi, je pense que dans mon parcours, j'ai tout de suite été dans des grandes agences. J'ai travaillé pour Le Printemps, chez Jacques Garcia, on était quand même très nombreux. Ou même chez les Bismuth, on n'était pas nombreux, mais c'était une grande agence. Je pense que moi, par exemple, je suis à Van Studio, ce n'est pas une grande agence. Donc, ce qu'on est une agence qui est familiale, où les filles touchent à tout, où je suis totalement... je suis très généreuse. Elles font absolument... Elles touchent à tous les domaines de notre métier. Je suis très ouverte et je suis très impatiente d'avoir leur avis sur telle ou telle chose, même si au final, on va dire que c'est moi qui vais prendre les grandes décisions et qui vais réorienter si la direction que l'on prend ne me convient pas. Mais on est une agence, mais parce qu'on n'est pas nombreux. Donc c'est vrai que j'ai besoin d'avoir une équipe qui soit efficace et qui produit, parce que nous, on est vraiment une petite agence. Moi, quand je suis sortie, j'ai fait des grosses agences. Et là, quand il y a une agence où il y a 30, 40, 50, moi, j'ai travaillé pour des agences où on était 200. Mais là, les petites mains, en fait, elles sont absorbées dans autre chose. Donc, c'est vrai qu'en fonction de son profil, il ne faut pas hésiter à choisir surtout la bonne agence. Moi, je remarque que l'avantage que j'ai eu en travaillant dans des grandes agences, c'est que ça m'a permis d'avoir des noms intéressants sur mon CV. Ouais. J'avais New York, après j'avais Jacques Garcia, donc c'est vrai que ça m'a ouvert énormément de portes. C'est-à-dire que je voulais passer un entretien, j'avais un peu des entretiens chez qui je voulais. Voilà. Donc ça, c'est parce que justement, les gens avaient un CV qui était assez éloquent. Mais au final, ce que je faisais au sein des agences, c'était peut-être moins que ce que faisaient d'autres dans des toutes petites agences où ils touchaient à tout et ils faisaient beaucoup de conception, peut-être bien plus que moi à l'époque. Ouais. Donc, et qui, eux, avaient peut-être plus de mal après à avoir des entretiens pour différents postes parce que l'agence ou la maison de laquelle ils venaient n'était pas connue en fait. Ouais. Donc il faut bien choisir, mais après ça se fait aussi de manière assez naturelle en fonction de sa personnalité. Mais il n'y a pas de mauvais chemin pour... on va dire pour avancer, mais c'est sûr que si on veut apprendre et être dans quelque chose d'assez
parce que justement, on vient de quelque chose, d'un espace où on fait beaucoup de conception, ça vaut le coup de se... Alors le mot, je ne sais pas s'il existe encore, nous, c'était grouillot. C'est que, nous, on était des grouillots. Ok. Voilà, grouillot, c'est vraiment... faut dessiner un DCE, faut faire des élévations à gogo, faut faire des plans de calpinage, il faut des gens pour dessiner ça. Parce que l'archi en lui-même, il n'a pas envie de faire ça, quoi. Mais il n'a pas le temps. Et puis, quand on travaillait, je me souviens quand on était sur des hôtels, dans des palaces ou des 5 étoiles qui font, je sais pas loin de 5 ou 6 000 mètres carrés, les enjeux pour chacun sont différents, en fait. Ouais, c'est clair. Moi, mon enjeu, c'était de maîtriser AutoCAD et de... et de comprendre comment se construisaient les choses. Il y en a d'autres, c'était savoir trouver le bon cuir qui va être mis sur le bureau, etc., pour avoir la bonne surpiqûre. Il y avait la coloriste qui, elle, ses enjeux, c'était de trouver les cadres avec la bonne finition. Voilà, donc faut l'accepter. Mais ça m'impressionne. Je me suis toujours demandé comment faisaient les grandes agences comme ça. Parce que l'avantage, quand le concept il sort de toi, qu'il découle de toi, et que tu maîtrises, tu sais quelle matière mettre, quelle couleur mettre, parce que c'est toi, le projet sort de toi et tu sais très bien où tu veux aller. Mais je me dis, ces agences-là, quand tout est sous-traité, pas sous-traité, mais oui. Tu vois, il y en a un qui a, comme tu dis, il y en a une à faire les couleurs, l'autre va faire les matières. Je me dis, comment ils arrivent à avoir des projets qui sont cohérents quand il y a autant de parties prenantes. Ça m'impressionne, parce que je me dis... la cohérence d'un concept fait que ça découle d'une personne. Et quand il y a plein de personnes qui te font une petite partie, vraiment, c'est impressionnant, ça, je trouve. Ça, je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a de magique un peu dans le métier. C'est-à-dire, alors, nous, quand on est sur des projets, au maximum, on va être 5, par exemple. Ouais. Donc, c'est déjà une petite équipe, mais il faut déjà tirer... faut déjà essayer de restituer un projet dans le processus de création qui soit pas un méli-mélo de plein de projets, de plein d'avis. Mais ça, c'est pour ça aussi que dans nos phases de travail, moi je parle souvent d'un entonnoir en fait. C'est-à-dire qu'on part vraiment de quelque chose qui est très large, d'idées très générales, avec vraiment juste, je sais pas moi, des envies, mais qui sont presque même pas... propre à l'architecture intérieure. Je sais pas, moi, ça peut être le mot pureté, le mot minimalisme, voilà. Et donc, on va partir de choses comme ça, de grands noms. Et petit à petit, on va venir recentrer. Et un élément qui est très important et qu'on a tendance auquel nous, on est très attachés, en tous les cas, chez Havane Studio, et qui est vraiment un élément qui caractérise notre travail, c'est qu'on est très attentif à l'environnement dans lequel on intervient. Voilà. Nous, c'est vraiment... Alors, autant je pense qu'il y a des architectes qui ont une position totalement différente et qui sont comme des sortes de... qui vont créer une sorte de petite étincelle dans un lieu en faisant comme si c'était en fait une bulle, une capsule totalement indépendante de l'environnement dans lequel il est. Nous, on va moins intervenir comme ça. Nous, on va vraiment être très en analyse de l'héritage. Donc, ça va être un héritage architectural, paysager, ça peut être météorologique, ça peut être... Voilà. Mais on va vraiment... Les matériaux qui sont déjà présents, la cible qui est demandée par le client. Voilà. On va vraiment avoir une analyse très fine de tous ces éléments-là, essentiellement l'architecture. Parce que nous, moi, le travail des architectes, j'ai beaucoup travaillé avec des architectes, pour des architectes, et c'est vrai que c'est un métier que je trouve... vraiment admirable et qui m'intéresse beaucoup. Et donc vraiment, nous, on a toujours ce souci de travailler en continuité du travail d'architecture. Et donc c'est vrai que c'est un parti pris qu'on défend et qui nous permet d'avoir des projets qui se tiennent et d'avoir des projets qui s'expliquent et qui ont du sens. Voilà, le sens dans le projet, c'est assez important. Et ça, finalement, le sens, c'est quelque chose envers lequel c'est difficile de ne pas être d'accord. C'est-à-dire quand nous, on explique nos projets à nos clients, on leur explique pourquoi ils existent de cette façon, et donc on a tout un historique d'explication. C'est là où le travail de chef d'orchestre est hyper important. Moi, je me souviens de Jean-Philippe Nuel qui arrivait à l'agence sur des grands projets, sur l'hôtel, sur l'Intercontinental de Marseille ou sur les bateaux de la Compagnie du Ponant. Il n'était pas derrière nous, derrière chaque coup de crayon. Mais malgré tout, c'est des projets qui ont 100% son ADN. Mais parce qu'à un moment, il vient, il regarde et puis il recentre.
Voilà, son travail, c'est de recentrer, c'est de balayer, et puis de travailler aussi avec une équipe qui l'accompagne depuis des années, et donc qui sait ce qu'il aime, qui connaît ses habitudes. Et ça, c'était très important parce que petit à petit, il a su et aujourd'hui, moi, c'est ce que je suis en train de faire aussi avec mon équipe. C'est s'entourer de gens avec qui on aime travailler, avec qui on sait travailler et qui connaissent un peu nos attentes, qui connaissent nos habitudes et à qui on va pouvoir déléguer petit à petit. Et après, ça va être de venir dire, non, là, pour ce projet, voilà la grande vision, voilà la grande direction dans laquelle je souhaite aller et dans laquelle je souhaite que vous travailliez. Voilà. Moi, les filles commencent à connaître, pour ma part, que moi, il y a des choses que elles savent déjà des matériaux qui m'intéressent pas, des détails qui m'intéressent pas. Elles savent qu'il y a des choses moi, de mélanger des matériaux qui sont, de mélanger par exemple des aciers qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, c'est quelque chose qui m'amuse, que je trouve intéressant. Et petit à petit, je sens que je leur transmets aussi cet intérêt-là. Donc ça, c'est des choses qui petit à petit, on va dire, qu'elles intègrent et qui aujourd'hui, qu'elles peuvent même défendre elles-mêmes. Donc ça, c'est vachement intéressant. Donc on a des projets qui tiennent la route grâce à ça. Oui, puis de toute façon, quand tu as une agence et que ton agence grossit, t'as pas le choix que déléguer certains aspects de ton métier parce que tu peux pas tout faire toute seule, quoi. Donc faut que tes équipes sachent décliner ce que tu as en tête, quoi. Oui, puis ça fait très peur au début parce que tout d'un coup, en tant que chef d'agence, on aime avoir la maîtrise de tout jusqu'à coller le timbre, hein, mais en même temps, donc au début, ça fait très peur, mais déjà, ça se fait pas d'un coup. Moi, je suis sortie de mes études, on va dire vraiment, le process a été long. Au sein de mon agence, c'est pareil. Le process est long. Donc déjà, ça se fait pas d'un coup, c'est très important. La maturité prend du temps. Et ensuite, une fois qu'on a trouvé les bonnes personnes sur qui s'appuyer, c'est agréable parce qu'on se rend compte que déjà, on est plutôt confiant de leur confier certains éléments du projet ou certains moments, je ne sais pas, d'un chantier, par exemple. Et en même temps, on peut même être surpris agréablement. C'est-à-dire, il y a des choses où elles font mieux que moi. Voilà, il y a des choses où elles sont plus pertinentes, plus efficaces. Et des fois, je vais les voir, je leur dis « Ah, mais pourquoi tu as fait ça ?» Et elles m'expliquent et je fais « Ah oui, vas-y, continue, c'est très bien. » Donc, c'est super agréable de voir justement qu'elles arrivent à gagner en autonomie. Ça, c'est pour la vie de l'agence, c'est très jouissif pour tout le monde, en fait. Parce qu'elles sont bien dans leur travail, elles se sentent... on va dire, approuvées par moi. Je les brime pas du tout dans leur démarche. Et pour autant, moi, je continue totalement de garder la main sur la marque, sur Avan Studio. Et je me sens pas du tout doublée. Je suis très contente. C'est vraiment un travail d'équipe qui me plaît. Mais c'est vrai que ça, c'est important. Chacun sa vision, mais c'est vrai que moi, je trouve, quand tu as une entreprise... Au contraire, tu veux des gens qui sont meilleurs que toi, en fait. Parce Tout à fait. C'est, comme tu dis, c'est que bénéfique pour l'entreprise. Et je pense que quand tu es dirigeant ou dirigeante d'une agence, il ne faut pas avoir d'ego, en fait. Parce que plus la personne sera bonne et mieux ça sera pour toi. Ça te facilite la vie sans problème. Et moi, je me souviens, c'était mon ancien directeur, quand j'étais en ressources humaines, qui me disait ça. Il disait, mais il faut qu'on recrute des personnes qui sont meilleures que moi en commerce, etc. Et ça, c'est vrai que ça, je l'ai pris de lui. Et en fait, c'est tellement vrai, quoi. Tu veux pas des gens qui sont comme toi, tu veux des gens qui sont encore mieux que toi. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai compris très tard. C'est-à-dire que moi, au début, j'avais tendance à prendre beaucoup de débutants. Donc, j'ai passé mon temps à former. Donc, moi, j'ai un moment, je forme, très bien, mais... J'en ai aussi. Voilà. Et puis petit à petit, je me suis dit, mais non, mais en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Moi, maintenant, je veux des gens qui sont... Alors, je cherche pas les gens meilleurs que moi, mais je veux des gens qui sont bons. Je veux des gens qui vont vraiment apporter et qui vont faire que les projets, sous certains aspects, parce que on n'est jamais bon dans tout. C'est-à-dire de trouver quelqu'un qui maîtrise les couleurs, quelqu'un qui maîtrise la fabrication, d'autres qui maîtrisent la communication. On n'est pas du tout obligé... Moi, on ne cherche pas des packages. Et en fait, en plus, ce qui est chouette en agence, c'est que
chaque personne de l'agence a une personnalité différente. Donc, a priori, c'est des gens qui se complètent. C'est pas vraiment des gens qui vont Ils n'ont aucune raison d'être en compétition parce qu'ils ne se ressemblent pas du tout. Donc ça, c'est plutôt... C'est très enrichissant pour la vie d'agence. Mais c'est vrai que d'avoir des gens qui vont venir et qui vont apporter quelque chose qui n'existe pas au sein de l'agence, c'est tout de suite... Déjà, c'est quelque chose qui est tout de suite... qu'on note tout de suite. Et c'est tout de suite quelque chose qui est, on va dire, utilisé. On fait totalement... on profite d'un plus que pourrait avoir une personne de l'agence. Et ça peut être aussi dans des choses qui ne sont pas liées à l'architecture intérieure. Moi, je suis toujours très intéressée. J'adore... Alors, c'est un peu bateau, mais j'adore savoir quels sont leurs intérêts en dehors de l'architecture intérieure. Et j'adore quand... je sais pas s'il y en a une qui... Un jour, il y a une jeune fille qui m'a dit qu'elle faisait de la pole dance. Ok. Voilà. Et ben, je crois que je l'ai pris parce qu'elle faisait de la pole dance. Parce que je me suis dit, c'est complètement dingue de faire ce... parce que moi, je connaissais pas. Et puis, encore une fois, je suis d'une autre génération. Donc, c'était complètement... c'est des choses qui m'éclatent. Où je me dis, pour faire ça, elle doit avoir quand même une singularité au niveau de la personnalité. Bon, alors, bien sûr, elle avait un book qui était intéressant. Elle était chouette, etc. Oui, mais ce petit élément, ça a fait que je me suis dit, bon, elle est trop marrante, quoi. Une autre, c'était, je sais pas, ça peut être parce qu'elles font du je sais pas moi, du jogging. Enfin voilà, ou ça peut être une qui fait faire du tir à l'arc. Souvent, ça va être dans des choses qui me laissent un peu comme ça, ou une autre qui va être fan de moto. Voilà. Et ces trucs qui en plus sont pas du tout dans mes intérêts personnels. C'est vraiment des choses où moi, c'est des domaines pour lesquels je suis totalement étrangère. Et qui en plus viennent même pas de mon modèle d'éducation ou de mon modèle socioculturel. Et bien ça, je suis très intéressée toujours par ces personnalités-là. Parce que souvent, elles arrivent avec une grande fraîcheur et elles arrivent avec quelque chose qui est totalement différent. Et pourtant, elles arrivent à travailler sur les projets. Alors, je dis pas que ça change les projets du tout au tout, mais ça ramène vraiment une sorte de vibration dans l'agence en termes de personnalité. Okay. Parce que elle nous raconte des choses qu'on n'a jamais entendues. Il se passe c'est très... moi, je trouve ça très amusant d'avoir des gens qui viennent vraiment d'horizons très, très différents. Oui, puis je trouve pour un métier aussi visuel que celui-là, tout à fait. Avoir des personnalités différentes, ça apporte beaucoup de richesse dans les projets. Hein. Ça, pour le coup, quelque chose que nous... Enfin, que toi, en tant que directrice d'agence, tu vas pas forcément avoir. La personne, comme tu dis, qui est fan de moto, elle va peut-être te mettre un acier auquel tu n'aurais pas pensé. Enfin, tu vois, c'est des trucs... Oui, absolument. Elles vont avoir, ça va donner une autre... elles vont avoir un autre bagage. Un autre bagage. Et en plus, ce qui est sympa à Bordeaux, par exemple, c'est qu'on a des équipes qui viennent elles viennent souvent d'un peu partout en France. Donc, voire même de l'étranger. Je prends beaucoup de jeunes filles aussi alors pas beaucoup de jeunes hommes parce que j'en ai peu qui demandent à travailler à l'agence, mais donc moi c'est surtout des filles, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont voyagé. Donc, ça, le voyage, et ça c'est génial parce qu'il y a tout de suite une ouverture d'esprit, il y a tout de suite en fait ce que j'aime bien dans ce métier aussi, c'est que en tous les cas, encore une fois, dans la manière dont je le pratique et dont je le fais pratiquer à mes clients et aux gens qui travaillent avec moi, c'est n'avoir aucune... de ne pas avoir de style, en fait. D'être très ouvert. C'est-à-dire de se dire qu'aucun projet ne ressemblera à l'autre et d'être à chaque fois être très ouvert pour rentrer dans un univers différent du précédent. De jamais être dans la redondance, ne pas s'enfermer, ne pas dire « j'aime le bois, donc je fais tout en bois » et être vraiment très ouvert. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui, avec les gens avec lesquels on travaille, qui peuvent avoir différents bagages, on va pouvoir nourrir ça. Ouais, c'est clair. Et justement, c'est quoi le projet dont tu es le plus fière dans ton agence ? Est-ce que tu peux nous l'expliquer de la conception jusqu'au suivi de chantier, comment il s'est passé ? Eh bien, écoute, je n'ai pas de projet que j'aime le plus. Ah. Donc, c'est hyper dur. Ouais. En fait, mais en fait, c'est ça. À chaque fois que j'ai un projet, je suis tétanisée une fois que je l'ai, parce que je suis très contente
suis très émue et en même temps, je me dis, est-ce que je vais y arriver? Et puis, il se passe quelques jours où il se passe rien, où les filles commencent à travailler et où moi, je ne me mets pas dedans. Je suis dans une sorte d'antichambre totalement isolée du projet. Et puis, à un moment, j'ai l'impression que je vais rentrer dans le projet. Et alors là, ça s'arrête plus. Et une fois que j'ai commencé à trouver le fil par lequel j'avais envie de rentrer dans le pull, en fait, tu vois, je cherche le fil, je tourne autour. Donc, je reste vraiment en périphérie du projet. Et puis, à un moment, je sais pas, c'est comme s'il y avait quelque chose qui se mettait en place. Voilà, je l'observe un peu, je réfléchis, mais vraiment avec une grande distance. Limite, je me tiens à distance du projet pendant plusieurs jours, voire des fois sur des gros projets, plusieurs semaines. Je me tiens vraiment à distance parce que j'essaye de rentrer par la bonne porte. Tu digères le truc. C'est ça. Et puis, je laisse les filles produire, elles produisent. Et puis, je regarde même pas, en fait. C'est-à-dire qu'elles vont produire un peu en sourdine. Voilà. Moi, je vais commencer à me faire comme ça, à m'installer petit à petit, mais de manière très lointaine dans le projet. Mais par contre, quand je rentre dedans, là, tout d'un coup, et avec toujours un peu cette inquiétude au début, et puis petit à petit, je vais réussir à trouver la porte d'entrée. Et puis là, je vais rentrer dedans, et puis là, ça va être... Ça, c'est très abstrait, hein, ce que je te décris. Mais là, ça va être une sorte d'excitation qui va monter petit à petit, et il y a une adrénaline qui va se mettre en place. Et là, on va s'éclater pendant des jours, des mois, des semaines, en fonction de la nature du projet. Donc, j'en ai pas de préféré parce qu'en fait, cette démarche-là, c'est sur chaque projet. C'est-à-dire, déjà, je déteste mes clients quand ils viennent me voir. Je supporte pas. Alors, déjà, ils évitent, mais moi, je supporte pas je ne fais aucun projet où je me dis, bon, bah là, je vais moins bien le traiter parce qu'il est moins gros ou parce que peut-être les gens ont moins d'attentes. Ça, c'est vraiment quelque chose que je sais pas faire. Mais toujours dans ce principe d'art appliqué. D'ailleurs, moi, chaque projet doit être abouti et se défendre intellectuellement, artistiquement, etc. Donc la démarche est toujours la même. Et donc cette démarche plus ou moins longue va faire que je vais prendre énormément de plaisir sur tous les projets. Voilà, parce que à partir du moment où j'ai trouvé l'angle dans lequel je voulais développer esthétiquement le projet, là, on va attaquer et on va avoir quelque chose qui va se construire petit à petit. Ouais. Mais ce plaisir-là, mais vraiment qui est un plaisir physique, hein, que je ressens. C'est-à-dire, c'est une adrénaline physique que je ressens et que je transmets aux filles de l'agence, qui elles-mêmes me transmettent à tes souhaits. C'est vraiment quelque chose qui existe. Et c'est aussi pour ça que il y a des moments dans mon travail où je pourrais me dire... je suis fatiguée, j'arrête ou je ralentis ou je ne sais quoi. Et en fait, non, parce que je sais que si demain je devais arrêter ce métier, je dirais stop à cette adrénaline. Comme un peu l'adrénaline d'un sportif. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un moment où on est dans une sorte de kiff. Voilà, on surfe sur quelque chose qui nous plaît. Et là, on va être jusqu'à la présentation. Et souvent, le jour des présentations clients... moi, je n'ai jamais peur. Je suis toujours impatiente. Ça aboutit. J'attends qu'une chose, c'est de présenter le projet. Ouais. Et sur le coup, je me dis, je trépigne en fait. Je suis là, bon, bah, maintenant, il faut qu'on le montre. C'est chouette. On tient un truc qui est beau, qui va leur plaire, qui leur correspond. Et voilà. Et est-ce que, alors peut-être pas un projet préféré, mais un qui t'a marqué particulièrement, peut-être de par le concept auquel tu as tourné Alors, c'est pas le projet le plus gros que l'on ait fait. C'est un projet qui est en cours, mais que j'affectionne particulièrement parce que j'ai des clients, alors qui n'est pas encore sorti, on est en chantier actuellement, mais j'ai des clients qui m'ont laissé une très grande liberté et une très grande audace. Voilà. C'est pas dur, ça, au contraire, justement, quand tu as trop de liberté, tu te dis où est-ce que je vais Mais en fait, c'est toujours pareil. C'est un projet qu'on a construit. C'est un projet qu'on a analysé. Moi, j'ai rencontré mes clients, j'ai senti des choses chez eux, j'ai senti qu'il y avait, qu'il y avait des choses qui étaient possibles avec eux. Donc, on y allait un peu... Enfin, c'était un peu un coup de poker. Hein. C'est-à-dire, j'ai dit, bon, bah, on va présenter ça. Et donc, on a construit ce projet où on a un petit peu...
on a un petit peu bouleversé les codes, on est allé dans des coloris qui sont pas du tout d'actualité, on est allé sur des poses de parquet qu'on voit nulle part. Voilà, on est allé dans des choses beaucoup plus audacieuses pour du particulier, c'est-à-dire une maison où des gens vont vivre tous les jours. Donc ça, pour les gens, entre ce qu'ils peuvent voir dans un restaurant et de là à faire ça chez eux, il y a un gap. Là, on a vraiment eu c'est des clients qui ont été très enthousiastes et très accueillants vis-à-vis de notre projet. Et ça, on a fait un projet chouchou. J'appelle projet chouchou parce que c'est un projet où finalement, il y a 160 mètres carrés. C'est une maison qui a été faite dans un projet, dans une construction neuve. Donc, dans un très beau quartier de Bordeaux, mais en construction neuve. Une construction qui a été faite par mes associés de l'atelier Cambium, donc l'agence d'architecture avec laquelle je suis associée, en pierre de taille. Voilà. Mais on reste dans du programme, dans une maison que mes clients ont achetée sur plan. Et nous, on intervient, ça nous est arrivé plusieurs fois d'intervenir comme ça, où on demande aux promoteurs en gros, de nous laisser des surfaces totalement décloisonnées, surfaces brutes. Ils nous livrent le chantier comme ça et nous, on reprend le chantier à ce moment-là. Ah oui, donc vous avez quand même une certaine liberté. Parce que ça, c'est vrai que quand c'est du neuf, en lotissement, je trouve quand tu es architecte d'intérieur, pour passer derrière, parfois c'est un peu pénible parce que du coup, tu as des cloisons, tu as envie de les retirer. Tu te dis, c'est des milliers d'euros que tu fais sauter comme ça. Tout à fait. Inutilement, quoi. La cloison, elle n'a pas servi, du coup, finalement. C'est ça. Et c'est vrai que c'est dur, ça, je trouve. Là, on est arrivé à temps. Avec eux, en fait, on est arrivé à temps, justement, pour dire non, vous montez rien. Mais c'est sûr que c'est un vrai travail entre le client et le promoteur. Parce que c'est forcément, il y a beaucoup de questions d'argent. Et des questions de planning, des questions d'autorisation, des questions de réglementation. Donc, on va dire qu'il y a un premier chantier avant notre chantier. Nous, on avait déjà une mission avant notre intervention. Donc pendant 1 an, on a travaillé avec le promoteur pour dire là, je voudrais que tu me laisses cette attente-là parce que moi, je vais avoir des spots. Et puis là, on leur a fait des plans électriques. Donc il y a déjà, ça demande un vrai sens de l'organisation parce qu'il faut être sur plusieurs tableaux, jouer sur plusieurs tableaux pour après arriver. Surtout qu'on part d'entreprises qui font souvent dans ces chantiers-là, on est sur des entreprises qui font du logement collectif. Donc, on n'est pas du tout sur la même typologie d'entreprise que celle avec lesquelles nous, on va travailler, où on est presque sur vraiment de l'artisanat, sur quelque chose de très délicat, où on calpine les carrelages au millimètre près, etc., etc. Donc, c'est assez rigolo. On passe d'une échelle à l'autre totalement et d'entreprises qui n'ont rien à... Enfin, on fait le grand écart entre le début du projet et la fin. Mais donc, sur ce projet... le grand avantage, c'est que c'est un projet qu'on a clé en main. Nous, la spécialité de Havan Studio, beaucoup, et grâce à mon éducation en hôtellerie, c'est qu'on fait beaucoup de clés en main. C'est-à-dire on va vraiment travailler, par exemple, une maison. On va travailler tous les volumes d'architecture intérieure, donc tous les circulations, les fluides, les réseaux électriques, la clim, l'acoustique. On va travailler vraiment des éléments très techniques jusqu'à l'agencement, donc les dressings, les têtes de lit, les cuisines, etc., jusqu'au mobilier, jusqu'au rideau. Voilà. Et vous faites la petite déco aussi ou non? Petite déco, je sais pas, mettre un vase. Alors ça, on le fait, mais ça, on va dire que c'est pas systématique. D'accord. On peut le faire. Moi, je l'ai fait pour un château, mais parce que c'était un château qui avait vocation à être loué. Donc c'est vrai qu'on a fait beaucoup d'acaciages, beaucoup de petites décorations comme ça. Mais là aussi, on le fait sur plusieurs projets, mais on n'arrive pas avec plein de petites pièces. On va venir avec un très beau vase. Ouais. Voilà. Mais après, on va pas forcément... Et puis moi, je crois que je suis quand même fondamentalement certaine qu'une maison, on met à peu près 5 ans à se l'approprier. Ouais. Donc... moi, de venir mettre les cadres au mur des photos de mes clients, je pense qu'on peut leur recommander une manière de le faire, mais c'est vraiment au gré de leur voyage, au gré de leurs rencontres, qui vont aussi donner une âme à leur maison. Donc ça, je leur enlèverai pas ça. S'ils nous le demandent, on le fera avec plaisir,
Mais c'est vraiment pas... Je trouve que c'est... Nous, on livre une maison qui est prête à accueillir justement tous leurs effets personnels et toute leur vie, en fait. Mais non, on va quand même par contre, on va quand même jusqu'au rideau. Il peut nous arriver d'aller jusqu'à la vaisselle. Voilà. On a quand même on a un éventail, une palette d'interventions qui peut être très, très large. Et justement, par rapport à ce projet-là, du coup, à quoi il va ressembler quel est le concept Eh bien là, en fait, ce que l'on a fait, on est dans une maison qui n'est pas très large. On est sur une maison qui est un petit peu, alors je veux dire en chaussettes, mais qui est un peu en tunnel. Donc on avait vraiment une problématique de déploiement d'espace au rez-de-chaussée principalement pour tout ce qui était cuisine, arrière-cuisine, bureau, parce qu'on était sur des pièces qui en fait étaient en enfilade. Aujourd'hui, on construit beaucoup de cette façon-là parce qu'on cherche à avoir des programmes qui sont doublement exposés pour des questions environnementales, pour pouvoir aérer, etc. Donc, on est souvent confronté à cette typologie d'habitat neuf. Et en termes d'architecture intérieure, ça pose quand même pas mal de soucis. Et en fait, nous, on a demandé à être totalement décloisonné pour construire un agencement cuisine qui soit en fait finalement totalement un mobilier au centre de la pièce qui permette de faire la séparation entre la salle à manger, enfin entre le salon salle à manger et les bureaux qui étaient derrière. Voilà. Mais c'est en fait, si vous voulez, c'est un très grand meuble. Et c'est un meuble qui va s'ouvrir, se fermer, qui est quasiment fait d'une pièce ou en tous les cas d'un seul matériau et qui va permettre d'être totalement modulaire pour ouvrir et fermer la pièce. Et la particularité qu'on a donnée à ce meuble, c'est qu'on l'a fait totalement en bois teinté bleu. Ok. Voilà. Donc on a une cuisine qui va être bleue au milieu de la pièce. Voilà. Okay. Et qui va avoir un bois bleu assez franc, donc qui donne une grande personnalité avec un... En fait, là, c'est plutôt les matériaux qui vont nous donner vraiment quelque chose d'assez singulier. Parce qu'on va mixer ça avec du marbre grand antique. Donc, le marbre grand antique, c'est un marbre qui est noir et blanc. Et avec des faïences qui elles-mêmes vont être d'une autre couleur. Enfin, voilà. Donc, on a vraiment un très grand jeu de matériaux. Tout ça sur un parquet qu'on a mis sur l'ensemble du rez-de-chaussée, mais en diagonale. Voilà. On voulait justement, pour ne pas accompagner l'effet longitudinal de la maison, on a fait le choix de le mettre totalement de billets. Donc, on a quelque chose qui vient comme ça brosser le rez-de-chaussée, un peu comme si vraiment on était venu mettre une patine au sol, mais comme un enduit qu'on aurait mis vraiment dans un sens uniquement. D'accord. Donc ça, c'est assez intéressant. Et après, je ne dis pas tout, mais après, en plus des mobiliers, des rideaux, voilà, des éléments qu'on vient ajouter, des plafonds, on va avoir beaucoup de plafonds bois. Voilà, en fait, nous, l'intervention qu'on a eue surtout, ça a été une intervention, on est venu sculpter l'espace. Donc, on a eu un vrai travail. Nous, on travaille avec des échelles très, très petites. Donc, on travaille au 1/2, au 1/5. Parce qu'on va vraiment se travailler sur des jonctions. On a un grand atrium au centre de la maison. On va avoir fait des percées pour avoir des jeux de perspective entre les espaces, etc. Et là-dessus, on a des matériaux qui vont venir se poser et qu'on va venir vraiment dessiner de manière très minutieuse. Donc ça fait c'est un petit projet, un peu comme une petite boîte à bijoux. Donc ça, c'est presque un projet de design. Moi, je considère que c'est presque plus un projet de design qu'un projet d'architecture intérieure où on va être travaillé. On n'a pas eu tellement à réfléchir sur la disposition des pièces les unes envers les autres. La maison était telle que les pièces trouvaient facilement leur place. Donc, c'est pas là-dessus qu'on est venu réfléchir. Nous, on est vraiment venu travailler sur l'emboîtement, les perspectives, etc. Hâte de le voir. Moi aussi. J'ai très hâte de le voir, moi aussi. Là. Normalement, fin juillet, début septembre ou fin septembre, on devrait le livrer. Okay. Donc voilà, mais un joli projet en perspective. Trop bien. Écoute, j'irai voir ça fin septembre. Mais je t'enverrai les photos. Ok. En tout cas, merci beaucoup, Elsa. Si jamais tu as des conseils à partager à ceux qui sont dans le métier ou alors qui s'y intéressent, ce serait quoi le gros conseil pour toi ? Ne pas oublier le mot art.
C'est très important. Et puis surtout, pour moi, c'est vraiment c'est un très, très, très beau métier. C'est-à-dire vraiment, c'est un métier qui est très gratifiant. C'est très gratifiant et mon conseil, c'est de ne pas avoir peur de... c'est vraiment y aller, ne pas compter ses heures. C'est un métier qui demande beaucoup de travail, mais c'est un métier dans lequel on apprend. Moi, j'ai le sentiment que aujourd'hui, j'ai 42 ans. J'ai le sentiment que les 20 prochaines années, j'ai encore au moins 20 prochaines années encore à apprendre. C'est un métier, donc c'est pas vraiment un conseil, mais c'est plutôt pour donner une envie. C'est-à-dire que c'est un métier dont on n'a jamais fait le tour. Donc moi, j'apprends tous les jours, mais tous les jours, j'apprends une nouvelle chose. Et ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui ne s'arrêtera jamais. Et ça, c'est génial. Parce que demain, j'ai l'impression que dans 5 ans, je serai encore ailleurs, dans 10 ans, dans 15 ans, etc. Et ça vaut pour tout le monde. Donc, c'est un très beau métier et je le recommande. Merci beaucoup. Merci à toi, Julie. Si jamais on veut te retrouver sur les réseaux, où est-ce qu'on peut te trouver nous, on a une page Instagram, LinkedIn, et puis on a notre site internet avanstudio.fr. Okay. Voilà. De toute façon, je taguerai tout. Très bien. Les vidéos. Avec plaisir. On pourra te retrouver. Merci de m'avoir invitée. Avec plaisir. Et puis, on se voit pour un prochain épisode.